Bonjour. Je vous présente une vidéo c'est des vidéos que je prépare souvent quand j'ai fini mes saisons de visite guidée. On est au mois de novembre. L'hiver va s'installer bientôt. Le décembre arrive aussi à grands pas. L'hiver, je prépare des visites guidées pour les saisons qui suivent. J'ai fini la saison 2023 avec une première visite du quartier Villeray. Euh, et dans la prochaine vidéo, c'est quelque chose que j'ai découvert dans le quartier Villeray. Moi, je connaissais déjà le phénomène avant, des maisons shoebox. C'est quelque chose que je me suis dit que je devrais faire comme vidéo. Alors, c'est ça que je me propose à vous offrir dans les prochains instants. La maison shoebox, c'est pas quelque chose que les gens connaissent bien. On en voit un peu partout à Montréal. Mais les maisons shoebox, c'est quelque chose de petit, mais ça a quand même une grande histoire. Alors, on va plonger dans le sujet. C'est des choses qu'on retrouve dans les quartiers qui sont souvent pas dans les lieux ouvriers. Montréal, où a eu lieu la révolution industrielle à Montréal, c'est le long du fleuve Saint-Laurent. Les usines étaient là. Les gens à l'époque, on parle du milieu du 19e siècle, les années 1850, 1860, 1870. Euh, une population vient dans ces quartiers-là, près du fleuve, pour travailler dans les usines. Cette population-là ne possède pas de chevaux ni de voitures automobiles, soit ça n'existe pas encore, ou c'est trop cher. Alors, c'est des gens qui marchent, c'est des gens où leur lieu de travail est à distance de marche. C'est des lieux piétonniers. Vous allez dans ces quartiers-là, c'est souvent des lieux très densément peuplés. Et c'est des lieux aussi qui deviennent densément aussi surpeuplés aussi. Alors, ce qui va un jour être problématique. Et quand va arriver une nouveauté, une révolution dans le transport en commun, le tramway, alors les gens vont commencer à vouloir habiter en dehors. C'est le développement des banlieues, pas au sens des banlieues comme on pense aujourd'hui en 2023, habiter à Laval ou sur la rive sud, mais on parle plutôt sur l'île de Montréal, des quartiers où on va s'éloigner de notre lieu de travail. Dans certains textes historiques, on parle par exemple de Villeray comme un lieu dortoir. Alors, on pense plutôt à des lieux, des villes dortoirs en dehors de l'île de Montréal. Mais à l'époque, les gens vivent à la maison, dorment à la maison, mangent à la maison, mais ils vont travailler à l'extérieur du quartier. Le tramway va permettre de s'éloigner de son lieu de travail qui est devenu trop bruyant, trop insalubre. Alors, on trouve des maisons shoebox un peu partout. Ici, on voit les belles maisons shoebox. Il y en a deux côte à côte sur la très belle rue Saint-Gérard. Comme les shoebox, cette rue-là, elle est tout petite, mais elle est pleine de charme dans le quartier Villeray à découvrir. Alors, ce que je me propose pour la vidéo, c'est vraiment voir l'évolution architecturale, dans quel contexte que ces bâtiments-là, les shoebox, s'installent dans les quartiers montréalais. Comme si on en a à Tétroville, hein. Tétroville, c'est une banlieue à l'époque, on est loin de la ville, alors on est pratiquement à la campagne. Le shoebox, peu importe le quartier où on le retrouve, souvent, il y a un recul du trottoir. Ce recul du trottoir-là permet d'avoir une rupture avec le voisinage, hein. Souvent, on va avoir des édifices qui sont collés sur le trottoir, qui sont deux étages, peut-être de même trois. Tandis que le shoebox, c'est un bâtiment à trois plats d'un seul étage avec son recul du trottoir. Souvent, les shoebox aussi sont, quand on les voit reculer du trottoir et les autres édifices, souvent les shoebox, ils ont été bâtis sur cette voie-là, cette rue-là, avant les autres. C'est souvent précurseur des autres édifices. Quand je parle des banlieues qui sont en dehors des quartiers ouvriers, là, on parle du Plateau, de Rosemont, de Villeray, Huntsic. On peut retrouver aussi dans d'autres quartiers comme à Saint-Laurent. Tantôt, on parlait de Tétroville comme ici. Alors, c'est des bâtiments, parfois, ils arrivent sur les rues qui viennent d'être ouvertes. Euh, donc, la maison Shoebox, c'est un témoin que la classe ouvrière va vouloir s'approprier une propriété. Vous savez, avant l'exode vers les premières banlieues sur l'île de Montréal,
les quartiers ouvriers, sa population, c'est des gens qui sont très majoritairement locataires. Alors, le showbox, c'est aussi un symbole d'une prise de possession. On vient de s'acheter une maison, on vient de s'acheter une propriété, on le fait bâtir, donc on n'est plus locataire. C'est une nouveauté pour la classe populaire, ancienne classe ouvrière, on pourrait dire. Mais s'ils vivent dans des quartiers, on ne peut pas dire ouvriers, mais c'est probablement des gens qui travaillent en usine, mais il n'y a pas d'usine dans le quartier. On va plutôt utiliser le terme populaire, hein. Alors, on a un bâtiment d'une classe populaire dans ce cas-ci. Alors, on peut voir que déjà, quand même, il y a quand même un petit soin dans cet édifice-là. C'est petit, mais un petit soin de beauté. Comme je vous disais, le recul du trottoir qui permet d'avoir une petite pelouse, d'avoir un peu de végétation ici, des petits arbustes. Mais aussi, regardez l'encadrement des portes. Il y a des vitraux à certains endroits. Ou sinon, les appliqués, les bas-reliefs qu'on retrouve sur les édifices, on commence à avoir un souci de petite mais belle ornementation, comme la corniche. Ici, là, le parapet qui vient coiffer la corniche, c'est très joli. Petit, très joli, hein. Alors, donc, la classe ouvrière va acquérir une propriété et va s'établir hors des quartiers ouvriers grâce au tramway. Alors, ces bâtiments-là, on pourrait dire, c'est un peu l'ancêtre, on pourrait dire, de la maison unifamiliale, hein, où on élève une famille. On veut élever notre famille dans un lieu qui est sain, qui est sécuritaire. C'est ça que représentaient à l'époque les quartiers, que j'ai décrit tout à l'heure. La révolution industrielle va changer la manière de travailler, mais aussi la manière de consommer, hein. Alors, mais aussi pour se construire une maison, on n'a plus besoin de faire affaire, de faire appel à un artisan. Il y a des choses qui sont faites en série, qui sont préfabriquées, comme l'ornementation, les décorations de petites maisons, de quartiers ouvriers, ou sinon de maisons qu'on retrouve dans ces quartiers populaires, comme on voit une corniche qui est surmontée ici d'une belle petite console. C'est très joli. Alors, c'est des choses qui sont achetées par catalogue. C'est fait en série. Donc, ça coûte moins cher. Ça aurait été un artisan. Ça aurait été probablement hors de prix de cette classe sociale-là. Ici, on est dans le quartier antique, sur la rue Péloquin. Euh, on voit le shoebox ici, il est reculé du trottoir, ce qui va permettre d'avoir une nouveauté pour cette classe sociale-là, l'ancienne classe ouvrière qui est rendue une classe populaire, puis qu'un jour va devenir la classe moyenne. Alors, c'est d'avoir un terrain à l'avant, un petit gazon, un potager, des fleurs, des arbres, un souci qui est petit d'esthétisme qui est nouveau chez cette classe-là. Et plus qu'on avance avec le temps, ben, parfois la place à l'avant va servir aussi pour garer son véhicule, sa voiture. Parce qu'un jour, qui dit banlieue, va dire aussi automobile, hein. Alors, mais à l'époque où ça a été bâti, au tout début du 20e siècle, dans ce cas-ci, c'est pas le cas, hein. Alors, le shoebox, c'est aussi de forme rectangulaire et avec toit plat. Beaucoup de shoebox aussi sont dénaturés parce que les matériaux, à travers les époques, on va les changer. Alors, des fois, c'est difficile de retracer leur âge, mais parfois, par leur typologie, leur apparence, est-ce qu'ils sont près du sol, décollés du sol, est-ce qu'il y a un escalier, la forme de l'édifice, des fois, ça peut nous donner un indice sur l'âge ici. Alors, c'est qu'est-ce qu'on va tenter de décoder dans les prochaines diapositives, comme on disait dans mon temps. Alors, c'est construit quand même, peu importe l'époque, avec des matériaux qui sont parfois qui sont recyclés, des matériaux usagés. Alors, ça coûte pas cher. Ça donne des édifices d'une qualité architecturale qui est très humble, parfois un peu négligeable, mais si on cherche, on trouve toujours de la beauté. C'est ça qui est le plaisir aussi de marcher dans les rues, parce que souvent les shoebox, puis d'autres types de construction, en voiture, quand on se déplace, on n'a pas toujours le temps de s'arrêter, il faut avoir l'œil sur la route, mais marcher, c'est une belle façon de découvrir nos villes, nos quartiers, et donc avec des guides chevronnés aussi, hein. Je dis ça comme ça. Après avoir fait le fanfaron, on va y aller maintenant dans
va dire une chronologie des shoebox. Les premières shoebox sont construites, c'est un peu comme celle qu'on a vue sur l'image d'origine sur la rue Saint-Gérard. Je m'excuse, les prochaines photos, ils sont de basse résolution, fait que ça donne un résultat à l'écran qui est plus ou moins intéressant. Mais bon, ça donne quand même une idée, euh, ça donne quand même une bonne idée. Alors, le shoebox du début du 20e siècle, il est fait par, pratiquement collé sur le sol. Il n'y a pas de sous-sol. Si un petit sous-sol, c'est un vide sanitaire, c'est pas un milieu de vie. Hein. Alors, il est assemblé comme dans les maisons de milieu rural, cependant, avec des pièces sur pièces en bois. Et à l'extérieur, on va recouvrir le pièce sur pièce en bois avec du papier goudronné et asphalté. Ou sinon, on va mettre par-dessus aussi, après le papier, on va mettre de la brique ou de la pierre grise. Dans des quartiers comme Villeray, où c'était des lieux où il y avait beaucoup de carrières. Même chose dans Rosemont et dans le plateau on va retrouver des shoebox parfois qui sont recouverts de pierres de calcaire, de pierres grises. Les années 10, les années 20, dans ce cas-ci 1915, vous voyez, là, on s'est éloigné du sol. Le shoebox va avoir probablement un petit vide sanitaire en dessous, ce qui va permettre d'avoir un escalier, d'avoir un petit balcon à l'extérieur. Donc, on pourrait dire une salle extérieure de vie, hein, comme un petit salon extérieur. Qu'est-ce qui est en fait le balcon? Et on voit aussi un avant-toit qui vient couvrir ce balcon-là. Donc, on importe quelque chose qui existait dans le monde rural aussi, hein, dans les maisons de campagne. Il y a toujours une galerie à l'avant. C'est la même chose. Et on parle aussi d'esthétisme qui est humble, petit. Ben, vous voyez, dans les bâtiments qui sont faits en briques au début du 20e siècle, souvent on va voir des bâtiments avec des jeux de briques ou des briques placées en angle dans le fronton en haut, là, qui donnent quand même une apparence très intéressante avec des consoles aux extrémités et avec un beau parapet ici au centre qui donne vraiment un édifice d'une élégance très intéressante. Ici, on est en 1915, 1920. On s'approche un peu de la maison de banlieue, un peu comme on la pense aujourd'hui en 2023. Euh, on a beaucoup d'éléments décoratifs, comme le chaînage d'angle ici, avec des appliqués, des bas-reliefs qui représentent souvent des symboles un peu nationaux, hein, le castor, la feuille d'érable. À l'époque, on tente de s'affirmer, les Canadiens français. Alors, on met des choses de très canadien. Parce que Canadien, à l'époque, vers 1910-1920, ça signifiait encore les Canadiens français. Peu de Britanniques encore disent qu'ils sont, ceux qui sont d'origine britannique se disent Canadiens. Ça va venir surtout avec la Deuxième et l'après-Deuxième Guerre mondiale. Euh, on retrouve aussi comme un peu une maison de banlieue, des escaliers avec un petit balcon à l'avant, une belle petite maison unifamiliale, mais on est en présence d'une maison shoebox. Alors, on s'en va peu à peu, peut-être vers ce qu'on va connaître plus tard, le bungalow. Hein. On va peut-être passer par la maison d'ouvriers, la maison de vétérans par la suite, mais le shoebox, c'est peut-être une transition vers ces bâtiments-là. Là, on a vraiment une belle shoebox. On est en 1920 environ. Ça fait penser aux belles maisons néo-Queen Anne d'une classe bourgeoise. Souvent, les maisons néo-Queen Anne d'une certaine élite. Bon, ils sont de plus grande taille, c'est évident, mais on va retrouver le pavillon ici, là, qui va briser une symétrie, qui lui donne un charme. Et ce pavillon-là, qui est en saillie, souvent dans les maisons un peu plus opulentes, là, dans une classe privilégiée, il va y avoir la galerie à l'extérieur qui est en L. Ici, elle est seulement en façade, mais c'est tout de même intéressant. Avec un escalier, on s'est éloigné du sol. On retrouve un jeu de briques qui est assez riche qui donne vraiment une belle esthétisme à l'édifice. On devine un castor, probablement une feuille d'érable ici, et on voit le parapet, les consoles ici. C'est, vous voyez, par rapport aux premières shoebox, les éléments décoratifs et même le pavillon, dans ce cas-ci, qui est en saillie, ça rajoute à la valeur architecturale de l'édifice. On est en présence de bâtiments qui vont apparaître lors de la deuxième, après Deuxième Guerre mondiale.
on peut le voir tout de suite. La personne qui habite là a une automobile. On voit l'entrée de garage qui est ici. Donc, on est vraiment dans un monde de banlieue qui est plus proche de notre compréhension aujourd'hui. Quand on pense à banlieue, on pense à son automobile. Alors, c'est probablement quelqu'un qui allait travailler en ville, mais plus maintenant en tramway. Il y allait probablement avec sa voiture. Alors, ce bâtiment-là aussi, on a un bel escalier qui compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 marches comparé au shoebox d'origine. C'est intéressant comme progression. On a une belle galerie avec les belles colonnes en bois, avec des vitraux dans les fenêtres qui donnent vraiment une allure d'une maison bourgeoise. C'est petit, mais c'est vraiment une shoebox, mais qui a de la gueule, qu'on pourrait dire, hein. On évolue dans le temps. On a vraiment l'impression d'être dans un quartier comme peut-être Saint-Michel, Montréal-Nord, où on voit que parfois la communauté italienne, on retrouve beaucoup parfois de plex, de duplex, de bâtiments avec des toitures ou des devantures avec des tuiles qui nous rappellent la Méditerranée. Alors, on voit le bel escalier, qui a une courbe dedans avec des appliqués en pierre et des fenêtres qui sont plus des fenêtres de la période qui suit la Deuxième Guerre mondiale. Le chauffage des maisons est amélioré, alors on peut se permettre d'avoir une plus grande ouverture qui ne sont plus des pertes de chaleur. Alors, on est vraiment dans le monde, on va dire, nord-américain, de la banlieue américaine, mais on est à Montréal, alors on a toujours un petit parterre à l'avant, mais on est sur l'île de Montréal. Alors, le shoebox, ici, on est dans les années 50. Toujours dans les années 50, on a l'entrée qui nous rappelle peut-être l'entrée d'un bloc appartement. C'est-à-dire, il y a un portique à l'intérieur. Dans les autres shoebox, en général, il y a une porte, on est tout de suite à l'intérieur, un peu comme dans un logement ouvrier. Mais ici, bon, ben, on va vraiment faire une nouveauté. On a un endroit peut-être entre la maison et l'extérieur qui va permettre de- 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 d'accrocher son manteau, mettre ses bottes, vraiment le confort de la maison. Fait qu'on est rendu vraiment dans une simplicité qui a évolué, dans un mode de vie. Et on peut voir aussi le sous-sol hein, de la shoebox. Les premières shoebox n'avaient pas des sous-sols comme ça. Ces sous-sols-là nous rappellent un peu le sous-sol du bungalow, hein, où c'est un milieu de vie. Alors, il n'y a peut-être pas de salle de billard encore parce que c'est trop petit, mais on a peut-être descendu au sous-sol la chambre des enfants qui sont rendus grands, la sécheuse laveuse pour gagner d'espace en haut à l'étage. Donc, on est dans l'évolution. Tous ces critères-là une chambre pour les enfants au sous-sol, déménager des appareils électroménagers en bas, c'est des choses qui sont propres à des maisons unifamiliales dans les années 50, 60, on ne penserait pas nécessairement qu'on va associer ça à la shoebox, mais la shoebox a vécu cette période-là aussi. Dans le quartier Saint-Michel, on voit que c'est un quartier qui était une banlieue, hein, parce qu'avant les années 40, les années 50, Saint-Michel, c'est un territoire qui est pratiquement encore agricole. Il y a encore beaucoup de terrains vagues. Il y avait encore la fameuse carrière Miron. Beaucoup de gens vont venir travailler dans ce secteur-là. Alors, ça va permettre de loger des familles, ces shoebox. Et on peut voir que c'est carrément une banlieue comme on l'entend à l'époque la grande présence d'entrée pour chacun, pour son véhicule. Alors, on est dans une autre ère. Vous voyez que ça a beaucoup évolué selon les décennies. La shoebox de l'époque, à l'origine, un gazon à l'avant, mais pas d'espace, la voiture. Donc, on entre vraiment dans un autre monde. Il y a des shoebox qui ont des éléments architecturaux intéressants. Parfois, ils subissent des travaux qui sont regrettables parce que l'amour du shoebox et aussi l'amour d'être, pas dire l'amour, mais le désir de vivre confortable chez soi, ça peut être un paradoxe parce que c'est petit un shoebox, hein. Alors, parfois, il y a des gens qui vont l'agrandir. On va rajouter un étage sur le dessus, on va agrandir à l'arrière. Il y a des bonnes et des belles interventions et il y en a des mauvaises et des laides. Alors, on va voir qu'est-ce que ça pourrait être, hein. Fait que le bâtiment que vous venez de voir sur la rue Péloquin dans l'Antique, euh, il a vie de démolition. C'était censé être quelque chose qui devait être soit un agrandissement ou soit conserver des parties du shoebox.
vous allez voir qu'il n'y a rien qui a été conservé. C'est un peu difficile, des fois, d'appliquer une réglementation. C'est ça que ça a donné. Ça ressemble à une base spatiale, à mon avis. Ce qui est triste dans ce cas-ci, c'est que ça ressemble en rien à ce qui entoure l'édifice. On est dans une rue où les édifices ont deux étages ou un étage, parce que là, on a quelque chose qui est beaucoup plus grand et avec des matériaux qui sont complètement différents. Alors, c'est pratiquement un refus de vivre avec ses voisins, là. C'est comme on ne s'est pas inséré dans la trame, là. Alors, c'est pas un crime contre l'humanité, mais bon, on aurait pu faire un effort supplémentaire. Ça, c'est pendant les travaux. On voit la partie qui était shoebox, qui était censée être conservée. Donc, on voit qu'on va monter des murs tout autour et la partie shoebox va finir par disparaître. Alors, c'est intelligent, bien joué. C'est un sarcasme, bien entendu. Mais il y a des belles interventions. Ça dénature un peu, mais on peut deviner toujours la partie shoebox, l'étage qu'on a rajouté. On voit le bâtiment au centre. Ben, c'est en briques, c'est les proportions, ça s'agence avec ses voisins. À mon avis, c'est très réussi. Quoique c'est pas. On a peut-être dénaturé le shoebox, parce que le shoebox a un étage, mais c'est quand même, à mon avis, c'est bien réussi dans ce cas-ci. C'est mon avis. Hein. Vous savez, cette vidéo-là, je l'ai fait, puis il y a quelque chose qui m'a aidé à m'informer sur les shoebox. Ça peut peut-être vous intéresser aussi. C'est l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, qui ont produit ce document-là. Alors, je vais mettre la référence dans les détails de la vidéo YouTube. Alors, vous allez pouvoir les consulter. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller visiter mon site web, stéphanetessier.ca. J'ai des vidéos, j'ai des articles, alors vous pouvez les consulter. Et il y a mon calendrier de visite guidée qui va reprendre au printemps. Mais aussi, je fais des conférences et toutes sortes d'événements sur le patrimoine et l'histoire, mais aussi les contes et légendes, parce que je suis conteux à mes heures. Alors, je vous invite aussi à découvrir mon calendrier d'activités. Et voilà, salut!